Est-ce que j'envie les milliardaires et les millionnaires? Ouh là là. Alors en fait, déjà, une petite base saine. Un millionnaire, ça n'a rien à voir avec un milliardaire. Vraiment. Vraiment. Enfin, moi, j'ai des clientes millionnaires. Je m'occupe de personnes qui sont dans cette situation. Ça n'a rien à voir avec une personne qui est milliardaire. Personnellement, je n'ai jamais côtoyé de personnes milliardaires. Mais il y a un truc de... le millionnaire, il est mathématiquement beaucoup plus proche d'un smicard que d'un milliardaire. Je dirais même d'un milliardaire, tu vois. On n'a pas assez de champ là. Donc ce sont des réalités totalement différentes, vraiment totalement étrangères. C'est vraiment... C'est même plus que deux salles, deux ambiances là. On n'est même plus sur ce niveau-là de différence. C'est deux mondes complètement étrangers qui ne se côtoient pratiquement jamais et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, j'ai envie d'amener ici que l'argent, ce n'est pas quelque chose de mal en soi. L'argent, c'est un outil et on fait ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce dont on a envie de cet outil. Moi, par exemple, j'ai un amoureux qui adore les santoku. C'est des super couteaux de cuisine japonais. Chaque fois qu'il a l'occasion de faire un cadeau dans ma famille, il offre un santoku. C'est un peu le... on sait quand il fait un cadeau que c'est lui qui a fait le cadeau parce qu'il n'y a plus de Secret Santa avec mon copain. Parce que on sait que c'est lui, tu vois, qui offre le santoku. Donc il offre des santoku et il a été donc cuistot avant, il sait super bien cuisiner. Et quand il utilise un santoku, c'est pour faire un plat qui est délicieux. C'est pour faire un truc qui apporte du bonheur, vraiment. Genre, super bon, vraiment, 5 étoiles. Et un santoku, c'est quelque chose de... C'est un couteau, c'est un outil, c'est un truc neutre. En soi, un santoku, entre de mauvaises mains, ça peut être terrible. C'est un objet qui est dangereux, qui peut blesser mortellement si on l'utilise mal, si on ne l'utilise pas correctement, si on l'utilise d'une façon mal intentionnée. Pour moi, l'argent, c'est ça. Pour moi, l'argent est un santoku. Tu fais absolument ce que tu veux avec l'argent. L'argent est neutre. L'argent n'est pas mal en soi. Alors après, il y a autre chose qui est vrai, c'est que l'argent révèle les gens. Oui, c'est vrai. Mais quand une personne se met à gagner de l'argent et que son entourage lui dit t'as changé, c'est faux en fait. C'est complètement bullshit. C'est pas que la personne a changé, c'est qu'elle se sent beaucoup plus libre et beaucoup moins restreinte d'être qui elle est vraiment au fond d'elle-même. Parce qu'elle a plus la peur du manque, parce qu'elle a plus... Enfin, ça encore c'est discutable, parce que la peur du manque met du temps à partir, mais il y a quelque chose de l'ordre de beaucoup plus de liberté en fait. Quand tu accèdes à plus de liberté, tu accèdes à plus de possibilités d'exprimer profondément qui tu es. Qu'est-ce que je dirais aux gens qui culpabilisent de ne pas passer assez de temps avec leurs proches en raison de leur activité? Alors, une personne qui passe pas beaucoup de temps avec ses proches en raison de son activité, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Est-ce qu'elle passe pas du temps avec ses enfants, par exemple, à l'échelle d'une journée? Dans ce cas, bah, so what? Si t'as pas passé du temps avec tes enfants aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de passer du temps avec eux demain, ou ce week-end, ou le mois prochain, ou quelques semaines dans l'année, tu vois? En fait, il y a toujours cette espèce de perspective à avoir de c'est pas grave si à l'échelle d'une semaine, tu peux pas passer du temps avec les personnes que t'aimes ou t'as pas de temps pour elles. Pour des enfants, c'est quand même le week-end, c'est sympa. C'est une question d'équilibre. Bah, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai une copine qui bosse pour une super grosse boîte. C'est une entreprise du CAC 40, vraiment. Donc, enfin, elle est haut placée dans l'entreprise et elle est très 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 occupée, vraiment. Elle bosse toute la semaine, je crois, plusieurs... elle est au-dessus de... J'avais pas loin de 100 heures par semaine. En fait, elle me dit, mais oui, la semaine, je suis pas là, je dois faire des déplacements, je suis pas chez moi, je suis pas dans ma ville, je suis pas avec mes enfants. C'est mon mari qui s'occupe de mes enfants. Mais le week-end, je suis là. Genre, en fait, je suis vraiment présente le week-end, il n'y a pas de sujet. Et tu sens en fait, quand elle t'en parle, qu'elle est sûre d'elle, qu'elle sait que c'est la meilleure config pour elle, parce que son travail l'a fait kiffer. Et elle a envie de passer du temps avec ses mômes. Et je pense que si elle faisait différemment, elle serait pas heureuse. Donc elle serait pas forcément une aussi bonne mère qu'elle l'est maintenant. Donc il y a aussi un truc de sortir de la parentalité parfaite. En fait, si t'es pas dispo, c'est pas grave. Tu vois, so what? Organise une sortie, organise un resto, organise des vacances. Si tu te sens coupable, bah ok, organise un truc pour pouvoir passer du temps avec tes proches. Mais ça sert à rien de culpabiliser, juste bah fais quelque chose en fait. C'est pas grave si à l'échelle d'une semaine t'as pas du temps pour ta famille. Si la semaine suivante t'as des moments de qualité avec eux, t'as du temps de qualité avec eux. C'est ok, vraiment. Faut sortir de ce truc de culpabilisation des personnes qui travaillent beaucoup. Je crois que ça sert personne en fait.
Est-ce que je pense qu'on peut être une bonne mère et être entrepreneuse? Oui, franchement, bah pour moi, c'est même pas un sujet en fait. Alors moi, j'ai pas d'enfant, mais à mon sens, il n'y a pas une seule forme de parentalité. Genre, pour être au contact de plusieurs copines qui ont leur entreprise, qui sont à leur compte et qui ont des enfants, il n'y a pas un seul modèle. C'est vraiment, chaque mère a son propre modèle, son propre équilibre. Je veux dire, il n'y a pas un seul modèle de mère parfaite qui passerait 100% de son temps avec ses enfants. Je sais que pour le coup, je connais une personne de ma famille qui a fait ça et qui en a énormément souffert. Elle s'est sentie comme un meuble dans sa maison, en fait. C'était assez horrible pour elle de découvrir que ses enfants, ils avaient plus forcément envie de passer du temps avec elle parce qu'ils considéraient que ça allait de soi. Donc, tout le temps qu'elle passait avec ses enfants, c'est-à-dire 100% de son temps, il avait perdu de la valeur qu'il aurait pu légitimement avoir. Et il y a une anecdote là-dessus, c'est qu'elle s'en est rendue compte de façon assez abrupte parce qu'un jour, son mari est rentré. Il avait une semaine où il avait beaucoup bossé et ils ont dit à leurs enfants, ok, on va aller au cinéma. Et comme on n'est pas d'accord sur le film, tous ensemble en famille, ça va pas, il y a des gens qui seront pas ok pour aller voir tel film ou tel film, on va faire deux équipes. Équipe papa, on ira voir film A et équipe maman, on ira voir film B. Et en fait, tous ces mômes ont choisi d'aller voir film A avec papa. Et ça l'a blessée, en fait. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal parce qu'elle a réalisé qu'elle s'était oubliée, qu'elle se sentait pas ok avec cet échange-là, qu'il n'y avait pas d'équivalence pour elle dans le fait de passer tout son temps avec ses enfants et qu'en échange, ses enfants la considèrent comme acquise. C'était plus du tout aligné pour elle. Et c'est à partir de là qu'elle a mis les choses en place pour récupérer un petit peu plus de son temps à elle, un peu plus d'elle-même, de faire des choses qui lui plaisaient. Donc elle était maman au foyer, elle a repris un travail pour tiers-temps, je crois, au début, puis après mi-temps. Et voilà, elle a un peu récupéré en fait du temps pour elle, du temps pour faire ce qui la faisait kiffer, du temps pour sortir de sa maison, pour socialiser, pour vivre des choses en dehors de chez elle en fait. Et je crois que elle a eu raison de faire ça. Je crois qu'elle a eu raison de faire ça parce que elle n'était pas en mesure d'être une bonne mère si elle continuait d'être dans le sacrifice. Parce qu'elle aurait fini par en vouloir à ses enfants. Et ça, c'est un peu nul, quand même. Donc elle avait le choix, en fait. Soit elle continuait d'être 100% présente et d'être une mère parfaite, 100% présente pour ses enfants, genre à base de école à la maison, elle leur enseignait, elle leur a appris à lire, écrire, compter, donc elle leur a appris beaucoup. Soit elle commençait à se dire, ok, moi j'ai envie de retravailler, j'ai envie de sortir de l'espace maison, j'ai envie de me sentir valorisée, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie d'avoir d'autres formes de socialisation que juste voir d'autres mamans. Et elle a fait le choix 2 en fait, parce que si elle avait continué dans son choix 1 d'être 100% présente pour ses enfants, elle aurait pas été heureuse. Donc à ce moment-là, c'était hyper juste de se choisir elle, parce que elle aurait pu continuer à être comme ça, cette espèce d'ersatz de mère, tu vois, qui n'était pas 100% satisfaite de sa situation, mais je suis persuadée, et elle m'en a parlé, qu'elle se serait éteinte à petit feu. En fait, il n'y a pas un seul modèle de maternité, et pour moi, c'est un peu très cool d'être mère au foyer. Je veux dire, moi, ma sœur est mère au foyer, elle s'épanouit énormément là-dedans, elle kiffe être avec son bébé, il n'y a pas de sujet, tu vois. Je pense qu'il y a plusieurs modèles. Je pense que c'est pas le seul modèle, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le seul modèle qu'on nous a proposé pendant longtemps, et pour moi, il y en a d'autres. Voilà. T'as un curseur entre être tout le temps en train de bosser et être tout le temps avec tes enfants à la maison. Pour moi, il y a énormément de possibilités, d'options entre ces deux options-là. Et ce serait dommage de ne pas se permettre de les explorer pour trouver, en fait, l'endroit où ça clique pour nous, quoi. Et moi, est-ce que je veux des enfants? Ça te regarde pas, dis donc. Je sais pas si j'ai envie de répondre à cette question, en vrai. Je crois même pas que je me la pose, en fait, encore. Parce que j'ai 35 ans, je sais que je peux tomber enceinte naturellement jusqu'à 39 par là, donc c'est pas ma prio, oui peut-être plus tard, mais probablement plus tard, mais j'ai pas décidé, j'ai pas envie de décider maintenant, tu vois. Voilà, je me vois très bien avec enfant, je me vois très bien sans enfant, je veux dire aujourd'hui c'est pas comme si c'était hyper souhaité ni souhaitable de mettre plus d'humains sur Terre, tu vois, parce que c'est pas comme si on allait leur faire le plus beau des cadeaux, comme je connais une personne qui, à l'annonce d'une grossesse de quelqu'un de son entourage, a dit mais ça n'a pas de sens. Mais quand on sait que dans 30 ans, il n'y aura plus d'eau, c'est complètement fou. Et alors, autant j'ai trouvé ça très déplacé parce que c'est pas le moment. Mais elle vient de te dire qu'elle est enceinte, faut que tu la félicites. Je veux dire, c'est pas cool, tu vois, de lui casser son kiff. De lui. Enfin voilà, maintenant il est là, son bébé, donc ok, félicite-la, quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire.
Mais dans le fond, elle a pas tort, en fait, tu vois. Même si elle a exprimé d'une façon extrêmement maladroite et extrêmement malvenue, dans le fond, elle a pas tort. Genre, quel avenir on donne à des enfants aujourd'hui, tu vois? Donc voilà, je suis partie très loin. Qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui procrastine pour se lancer, à visibiliser son activité? En fait, je vais raconter une anecdote. En fait, quand j'ai passé Normal Sup, c'était très très dur pour moi. Genre, c'était un examen hyper stressant parce que la prépa, c'est un cursus très très exigeant où tu n'as jamais fini de travailler. Surtout en littéraire, tu as je sais pas combien de livres que tu peux lire. C'est jamais terminé en fait. Et j'avais beaucoup de mal avec cet aspect-là. J'avais beaucoup de mal à me donner des objectifs qui me paraissaient atteignables et à aller vers ces objectifs-là. Donc je me sentais en échec, je me sentais pas légitime d'être là et j'avais l'impression que j'arriverais jamais et que c'était beaucoup trop dur et que voilà. Alors déjà, première chose, oui, c'est que je me mettais des objectifs beaucoup trop ambitieux en fait. J'aurais très bien pu viser tel résultat et puis me dire ok, ce sera bien si j'ai ça et je m'en féliciterai. Mais non, j'ai pas réussi à faire ça parce que j'étais surexigeante avec moi-même. Je faisais des crises d'angoisse quand je passais cet examen. J'avais vraiment des crampes abdominales horribles. Je me tordais de douleur dans mon lit. C'était très très dur et on savait pas trop ce que j'avais. Et si tu veux, je procrastinais énormément. Parce que j'avais l'impression que j'arriverais jamais à l'objectif ou le non-objectif que je m'étais fixé. Donc, j'arrivais pas à me mettre à bosser parce que c'était pas motivant. J'avais pas de motivation. Et comme j'arrivais pas à bosser, je me flagellais mentalement de pas bosser. Tu vois. Je me faisais des reproches mentalement. J'avais un peu un petit chimpanzé intérieur qui me disait ah, c'est pas bien, t'es nul, tu sais pas bosser, tu n'y arriveras jamais, etc. Et en fait, la procrastination, c'est terrible parce que c'est un cercle vicieux. Plus tu procrastines, plus tu te punis mentalement d'avoir procrastiné. Et plus tu te punis mentalement d'avoir procrastiné, plus tu t'éloignes de la motivation qui te permettrait de travailler et donc de ne pas procrastiner. Ça se mord la queue si tu veux. Avec le recul, je me dis en fait, j'étais tellement focalisée sur mes douleurs, sur le fait que j'avais mal, sur le fait que j'étais triste, sur le fait que je me sentais misérable et que j'étais pas bien, que j'en ai même oublié de passer à l'action. C'était comme, j'étais dans un espèce de drama, où je me disais c'est horrible, je vais pas y arriver, je suis nulle, machin. Ça m'éloignait en fait d'actions que j'aurais pu mettre en place. Donc je pense qu'avec le recul, je me dis si j'avais mis un tout petit peu d'énergie à faire des petites actions pour essayer d'apprendre à mieux gérer les moments où je travaille, à mieux me valoriser dans ce que je fais, à faire des petites choses, avoir des petites victoires, peut-être que ça se serait passé autrement. En fait, c'est ça. Plutôt que de me dire je veux travailler mieux pour que ce soit plus facile et moins source d'angoisse et que j'ai plus de plaisir dans le fait de travailler, je me disais je veux me sentir mieux. Du coup, c'était pas possible parce que en fait, si tu te focalises sur le truc qui va pas, en l'occurrence le fait d'avoir des douleurs physiques, ça bloque complètement ta capacité d'action et tu es comme ça focus sur le symptôme du problème, mais pas du tout. Tu t'éloignes de la base du problème en fait. Je pense que la procrastination c'est très difficile, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut faire des tout petits shifts, des toutes petites actions, vraiment des mini bébés actions. Petit à petit, voilà, reprendre son pouvoir sur une situation qui peut être vécue très douloureusement. Ça, je ne le remets pas du tout en question parce que je le sais, je l'ai vécu et je ne le conseille pas.